All right. Donc, bienvenue à mon webinaire ce midi, les stratégies fiscales des entrepreneurs à succès. Donc, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. On a vraiment un 60 minutes assez intense, donc soyez à l'affût. On va commencer par regarder c'est quoi le taux d'imposition actuel. Donc, concrètement, le but de notre webinaire ce midi, c'est de regarder comment est-ce qu'on optimise sa fiscalité. Mais pour commencer à parler d'optimisation, il faut savoir d'où on part. Donc, on va partir à analyser c'est quoi votre impôt actuel, comment ça fonctionne. On va faire des comparaisons avec un 160 000 qu'on reçoit en tant que salarié versus un entrepreneur versus travailleur autonome. On va regarder après c'est quoi le moment idéal pour passer de travailleur autonome à entrepreneur incorporé. Après ça, une fois qu'on est incorporé, on va regarder comment est-ce qu'on se paie. Et après, maintenant qu'on est dans une structure d'incorporation, on va regarder comment est-ce qu'on peut l'optimiser, comment est-ce qu'on peut maximiser chaque dollar gagné à l'aide de de structures plus sophistiquées comme la holding. Et on va terminer avec des astuces un peu plus inusitées sur comment est-ce qu'on peut réduire ses impôts. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Anne Edmadoui. Je travaille comme avocate fiscaliste au sein du cabinet que j'ai fondé, Amlia Avocat. Donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on est en activité, puis on accompagne les entrepreneurs autant en démarrage et en croissance. Et aujourd'hui, cette heure du lunch, initialement, était dédiée strictement aux membres de notre formation qui s'appelle Code Entrepreneur. Mais en créant le contenu, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec plus de personnes. Donc, pour cette raison, si jamais il y a des questions qui sont posées pendant la séance, je vais principalement d'abord en priorité répondre aux membres pour qui j'avais conçu la formation d'aujourd'hui et ensuite aux autres. Donc, maintenant, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore ou qui ne connaissaient pas le cabinet ou qui participent pour la première fois, on est un cabinet en droit des affaires et en fiscalité pour entrepreneurs. Donc, on offre des services autant du démarrage, donc choisir la bonne forme juridique, enregistrer l'entreprise, au niveau des contrats, donc rédaction, révision de contrats, dépôt de marque de commerce, fiscalité, qui est la thématique d'aujourd'hui. On aide aussi à acheter, vendre une entreprise et aussi on a les différentes formations, comme je viens juste de mentionner. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet en abordant d'emblée le calcul de notre taux d'imposition. Parce que comme je le mentionnais, ce que je veux aujourd'hui que vous saisissiez vraiment bien, c'est quelle est votre situation actuelle. Donc, présentement, que vous soyez salarié avec un side hustle, que vous soyez déjà entrepreneur, pour être capable d'améliorer quelque chose, on doit savoir comment le calculer. Donc, pour débuter, on va déjà mettre un principe de base sur la table qui concerne notre fonctionnement en tant que fiscalité canadienne. Donc, j'ai une question ouverte. Vous pouvez répondre dans le chat en privé ou en public, peu importe. Je veux juste savoir, selon vous, quel est votre taux d'imposition moyen? Donc, en moyenne, vous pensez que c'est quoi votre pourcentage? Est-ce que c'est 30%, 50%? Parce que je rencontre des entrepreneurs tous les jours et de plus en plus, on me dit, ah, je paye trop d'impôts. Et là, je parle vraiment du taux d'imposition personnel. Donc, votre taux d'imposition sur vos revenus perso, pas la compagnie. Donc, après votre salaire concrètement, donc que ce soit le salaire de la compagnie ou peu importe, combien vous estimez que vous vous retrouvez à payer? Donc, c'est bon, j'ai plusieurs réponses. Merci pour votre participation. Super. Donc, on a quand même des bonnes réponses parce que j'ai des personnes qui m'ont partagé une moyenne qui est autour de, exemple, 35%, 40%. Et ça reflète quand même assez bien la potentielle réalité parce que concrètement, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est par palier. En ce moment, on est au début du mois de février. Donc, présentement, si l'année devait s'arrêter ici et qu'on avait généré jusqu'à présent un salaire de 20 000 ben, on ne paierait pas tant d'impôts pour l'instant parce que finalement, c'est progressif au fur et à mesure qu'on augmente d'une braquette à l'autre. On passe à une autre échelle en termes de taux d'imposition. Et le fameux 50% que j'entends régulièrement, s'applique lorsqu'on est rendu au-dessus d'environ 220 000 ce qui veut dire que avant ça, on est plutôt dans une combinaison de ces différents taux qui nous fait la moyenne peut-être de 35-45%.
Et c'est seulement lorsqu'on gagne 1 dollar de plus que nos 222 000 qu'on commence à se faire imposer 50% de chaque dollar qu'on gagne en plus. Donc, je voulais prendre le temps de mettre ça en lumière pour débuter. Et j'ai aussi pris un exemple de tableau, si vous voulez prendre une photo pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont vraiment intéressés à voir comme concrètement jusqu'à quel palier, parce que surtout pour ceux, exemple, qui ont un parfait contrôle sur leurs revenus. Donc, si on est incorporé et qu'on se verse une rémunération, on peut choisir combien est-ce qu'on veut se verser et on peut prendre en considération peut-être de ne pas dépasser, exemple, le seuil de 49 000 pour rester, exemple, dans un taux effectif de qui est ici sur la ligne 49 000 et éviter de basculer sur un autre taux effectif, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle est-ce que j'ai voulu partager l'information. Maintenant que ça c'est dit, je voulais aussi vous partager un outil pour vous permettre de calculer plus facilement votre taux d'imposition effectif. Surtout, exemple, si vous recevez un salaire présentement, puis que vous savez c'est quoi votre revenu brut, mais pour savoir exactement quel est votre budget, combien est-ce qu'il vous en restera dans vos poches, je vous recommande d'utiliser l'outil de calcul de EY. Je vais juste écrire dans le chat pour ceux qui s'intéressent. Si vous tapez sur Google EY Tax Calculator, vous allez être en mesure de trouver cet outil et mettre votre revenu imposable, donc votre revenu brut, pour déterminer combien vous en restera-t-il à la fin. Donc, combien d'argent vous avez réellement pour votre budget. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce tableau, c'est qu'on est en mesure de voir par province combien est-ce qu'on génère de revenus, combien est-ce qu'on va payer d'impôts, pour s'apercevoir qu'au Québec, on paie d'ailleurs beaucoup plus d'impôts que nos collègues qui sont en Colombie-Britannique, par exemple. Et on est en mesure aussi de voir quel est le taux d'imposition selon le type de revenu qu'on reçoit. Ce qui peut être intéressant parce que quelqu'un qui est entrepreneur a l'option de choisir de se verser des dividendes ou un salaire. Donc, un tableau comme celui-ci permet aussi de mettre en lumière quel est le taux d'imposition en fonction des revenus qu'on gagne, le type de revenu. Maintenant, on a vu comment est-ce que ça fonctionne au niveau perso. Maintenant, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne selon aussi la forme juridique. Je serais curieux de savoir si certains d'entre vous hésitent entre travailleur autonome ou incorporation. Donc, peut-être que certains d'entre vous, présentement, ont le statut de travailleur autonome et se questionnent à savoir quand est-ce que ça vaut la peine de faire la transition ou exactement, quand est-ce que je devrais me lancer comme une incorporation? C'est quoi le chiffre, le type de revenu, le montant qui peut justifier une incorporation? Je serais curieux de savoir dans le chat, est-ce que certains d'entre vous se posent justement cette question? Est-ce que c'est pertinent que j'aborde le sujet aujourd'hui? Super. Donc, merci pour votre participation. Et justement, pour ceux qui se posent la question, là, j'espère vraiment que qu'on va être capable de démystifier le tout dans les prochains instants. Donc, on va commencer par regarder en tant que travailleur autonome. Travailleur autonome et entreprise individuelle, même chose, OK? Entreprise individuelle, c'est juste le terme plus officiel. En fait, c'est la forme juridique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand on est travailleur autonome, on génère l'ensemble de nos revenus. Donc, on facture nos clients, on vend les produits, on encaisse l'argent. On a nos dépenses d'entreprise qu'on vient déduire. Donc, le transport, la publicité, les repas, les formations, toutes nos dépenses, nos sous-traitants, toutes nos dépenses viennent réduire notre revenu en tant que travailleur autonome. Si on a d'autres sources de revenus comme des revenus locatifs, on vient combiner nos revenus locatifs avec nos revenus de travailleur autonome nets de nos dépenses, ce qui nous donne notre revenu imposable en tant qu'entrepreneur, qui est imposé au taux progressif qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tantôt, on a vu les braquettes. Donc, on se retrouve dans cette situation. Maintenant qu'on a vu cet élément, en tant qu'incorporation, on a la compagnie qui génère, donc elle vend les produits ou les services. Elle paie ses propres dépenses, dont notre salaire, et ensuite il y a le profit qui va être imposable au taux fixe qui est d'environ 20.
De ce niveau-là ici, nous, en tant qu'entrepreneurs incorporés, on vient déterminer est-ce qu'on veut se verser un salaire qui va être une dépense pour la compagnie ou est-ce qu'on veut se verser un dividende qui va être puisé à même les profits. Et là, on se verse cette somme qu'on va venir ajouter à nos autres sources de revenus, par exemple notre revenu locatif si on a des immeubles. Et ensuite, on va se faire imposer au taux progressif. Donc, on finit toujours par se retrouver au niveau personnel. Mais maintenant, quand on veut savoir quand est-ce qu'on devrait faire la transition entre travailleur autonome et la corporation, c'est une question qui est personnelle à chacun. Chacun d'entre vous avez votre coût de vie, vos dépenses personnelles et votre budget nécessaire. Donc, c'est ça qui est important de d'abord identifier. Combien est-ce que ça me coûte par année pour payer mes dépenses perso, mon loyer, mes voyages, mon appartement, mon hypothèque? De combien avez-vous besoin? C'est vraiment la première information. Sans cette information, ça ne vaut même pas la peine de considérer l'incorporation parce qu'on n'est pas on n'est pas en mesure de savoir avec quel chiffre est-ce qu'on joue. Donc, il faut d'abord identifier ce chiffre. Vous pourriez y penser, est-ce que c'est 3 000 par mois, 4 000 par mois? Donc, trouvez ce montant et après, on va y aller avec vos estimations de revenus. On est en février. Cette année, est-ce que je pense que je vais générer 60 000, 75 000, 200 000? Donc, quelles sont vos estimations? Et ce qui est très important de savoir aussi, c'est qu'on est en début d'année, mais vous pouvez décider à tout moment dans l'année que c'est rendu le moment pour vous incorporer. Ce que je veux dire par là, c'est que si on débute l'année, donc vous commencez à avoir vos clients, vous facturez, présentement, les revenus que vous gagnez, vous en avez potentiellement besoin, dans le sens que si je génère mon 10 000 à 12 000 par mois, mais ça se peut très bien que pour les 3 premiers mois de l'année, j'ai besoin de l'ensemble de ces revenus. Mais on peut arriver au mois de mai. Si vous avez eu un super bon premier trimestre, on arrive au mois de mai et là, vous réalisez que vous avez amplement d'argent pour le reste de l'année. Comme vous pourriez arrêter de percevoir des revenus, puis tout le reste de l'année, c'est de l'épargne. À ce moment, ça peut faire en sorte que vous décidez, en plein mois de mai, de vous incorporer parce que là, c'est devenu optimal pour vous, parce que tous les dollars que vous gagnez en plus vont être imposés au niveau perso, alors que ça aurait été de l'épargne que vous auriez pu laisser dans la compagnie qui, elle, va payer son taux fixe de 20%. Donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, vous pouvez vous décider à tout moment. Il suffit d'abord d'être vigilant sur de combien j'ai besoin. Et j'aime bien l'idée de le faire à n'importe quel moment de l'année parce que ça vous permet de prendre une décision en connaissance de cause plutôt que estimer que vous allez en avoir besoin alors que peut-être que non. Donc, ici, à l'écran, j'ai mis quelques éléments, quelques facteurs à prendre en considération pour prendre vos décisions. Donc, entreprise individuelle, c'est parfait si on est en mode démarrage. Donc, on n'est pas encore certain quels seront les revenus, il y a une certaine incertitude, on veut valider le produit. Ce qui est idéal avec ce format, c'est qu'on a un faible coût de démarrage. Donc, au début, on s'enregistre sur le REQ, ultra facile, ça se fait seul, les frais du gouvernement sont à peine 40 et vous allez simplement déclarer vos revenus dans votre déclaration, comme on a vu tantôt, parce que vous êtes le travailleur autonome. Donc, vos revenus seront combinés à toute autre source de revenus. C'est sûr qu'on a l'aspect responsabilité illimitée. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un risque associé aux services ou aux produits qu'on offre, ben à ce moment-là, si on offre le service comme travailleur autonome, c'est nous qui sommes à risque. Donc, si j'ai des actifs, des placements et autres, je peux être à risque par rapport à ça parce qu'ils sont rattachés à ma personne, ce qui n'est pas le cas pour une incorporation. Et si, pour revenir à ce que je disais, si j'ai besoin des revenus de l'entreprise pour subvenir à mes besoins, alors j'ai pas forcément besoin de m'incorporer pour l'instant parce que j'en ai besoin. Et si j'ai pas besoin de faire appel à du financement ou des investisseurs, alors parfait. Maintenant, au niveau de l'incorporation, premier élément que je prends en considération est-ce que je peux laisser une portion des profits à la fin de l'année dans la compagnie? Selon mes estimations, est-ce qu'à la fin de l'année, je vais avoir un extra 20 000, 30 000, 40 000 dollars et plus qui pourrait rester dans la compagnie? Si oui,
c'est un bon indice. Ça veut dire que c'est un extra que je laisse dans la compagnie qui va être imposé à 20 plutôt qu'à mon taux personnel qui va être autour de 30, 40 voire 50 si j'ai d'autres sources de revenus qui font en sorte que je me rends à 200 000 et plus. Et bien entendu, si j'ai parlé de profit, ça sous-entend que j'ai gagné plus de revenus que j'en ai dépensé. Et dans les dépenses, il faut toujours prendre en considération qu'on va devoir se payer de la compagnie. Du moment où j'opte pour une incorporation, j'en deviens l'actionnaire et le salarié et j'ai donc à calculer aussi le salaire que je vais me verser. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le salaire que je vais me verser, il y a un coût qui est associé aussi à ça. Donc, si on regarde ici, entreprise individuelle. Donc, lorsque je suis travailleur autonome, on a vu tout à l'heure, je subis le taux progressif comme un salarié de n'importe quelle entreprise. Et la particularité qu'on va réaliser seulement lorsqu'on produit sa déclaration de revenus, c'est qu'en tant que travailleur autonome, je suis autant employeur qu'employé. Donc, je suis mon employeur et mon employé. Portez une attention particulière à ce que je vais vous partager. Ici, on part du principe que je suis un travailleur autonome qui génère des revenus après dépenses de 160 000 Ça veut dire que j'ai peut-être généré 200 000 et j'en ai dépensé 40 000 pour me déplacer, pour des congrès, pour des formations, pour la publicité, pour mon bureau à domicile, pour de l'équipement informatique. Donc, ici, c'est ce qu'il me reste après les dépenses. En tant que travailleur autonome, on n'a pas un salaire qui est une dépense. Notre salaire, c'est le revenu net, c'est ce qu'il nous reste. Et même si on a un compte bancaire qui est séparé pour nos activités comme travailleur autonome, qui est d'ailleurs ma recommandation, même si j'en ai un qui est séparé, il en demeure que lorsque je me verse de l'argent dans mon compte perso, il n'y a pas de distinction à la fin de l'année. Ce qui reste dans le compte de l'entreprise, c'est mon salaire. Donc, je pars du principe qu'il me reste un salaire imposable qui est de 160 000 et de ce montant, on va venir cotiser à la Régie des rentes du Québec. La prime d'assurance emploi, j'ai mis zéro parce que je sais qu'en tant qu'incorporé, ce n'est pas le cas, mais comme travailleur autonome, il se peut que ce soit qu'il y ait une cotisation. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été travailleur autonome puisque j'opte pour l'incorporation, donc c'est juste une information qui peut varier, mais encore là, ce ne serait pas un montant qui est significatif. Et ensuite, au niveau du régime québécois de l'assurance parentale, on cotise. Et ici, on voit l'impôt approximatif que vous auriez à payer au niveau du Québec et au niveau du Canada pour nous donner un total de déduction qui est de 50 000 et 155. Ce 57 000 en tant que travailleur autonome, c'est seulement lorsque je produis ma déclaration de revenus que je vais recevoir un avis de cotisation et que je vais devoir le remettre. Quand ça fait plusieurs années qu'on est travailleur autonome, après la première année, on reçoit de Revenu Québec, Revenu Canada, un relevé qui nous demande de faire des acomptes provisionnels, donc de remettre de l'impôt d'avance. Mais ceci étant dit, l'estimation de l'impôt qu'on demande de remettre d'avance correspond au revenu qu'on a généré l'année précédente. Et si c'est notre première année comme travailleur autonome, on n'a donc pas d'estimation, alors on ne demande aucun acompte provisionnel. Ça devient votre responsabilité de venir estimer d'avance et de garder l'argent de côté. Donc, je recommande toujours à mes clients de garder 30 à 40 étant la fameuse moyenne dont on a parlé au début du webinaire, pour s'assurer d'avoir suffisamment d'argent l'année suivante pour remettre l'argent à Revenu Québec et Revenu Canada. Ce qui nous laisse, avec le travailleur autonome ici, avec un salaire net, donc son budget résiduel post-impôt, d'environ 102 844. Vous noterez que le montant varie un peu du calculateur de EY tantôt, parce que EY ne prend pas forcément en considération le, le régime québécois d'assurance parentale ou la Régie des rentes, par exemple. Ça va souvent être au niveau de l'impôt seulement. Mais là, c'est pas tout. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que le travailleur autonome doit réserver environ 57 000 s'il avait un revenu net qui est de 160 000. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'on est aussi notre employeur, comme je le disais.
qui veut dire qu'il faut aussi qu'on cotise en plus pour nous encore. Et là, on va recotiser encore en double, donc pour la seconde fois, à la Régie des rentes du Québec, au régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale et la cotisation au Fonds des services de santé. Donc, pour un total supplémentaire de 7 638 dollars. Pour répondre à la question de Laetitia, pour calculer le revenu imposable, c'est l'argent facturé avant les taxes parce que toute la TPS TVQ, vous la remettez, donc c'est vraiment pas à prendre en considération dans votre chiffre d'affaires, ni dans vos dépenses, ni dans votre revenu. Donc là, ici, quand on regarde ça, on pourrait se demander, est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer si je me retrouve à payer 57 000 d'impôts avec, pas juste l'impôt, mais on parle du régime de rente du Québec, etc. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça vaut la peine? Et encore une fois, comme je le mentionnais, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Parce que finalement, si 102 000 et 844, c'est ce dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins dans l'année, parce que divisé par 12 mois, ça peut refléter un budget nécessaire pour subvenir à ses besoins et sa famille, ben, à ce moment, l'entreprise individuelle fait encore du sens définitivement parce que j'ai besoin de cette somme au complet. Alors que si vous vous retrouvez avec un salaire net de 102 000 et que vous avez seulement besoin de beaucoup moins d'argent, ben à ce moment-là, on peut envisager l'incorporation. Pour ceux qui ont apprécié ce tableau et qui aimeraient faire l'exercice avec leur propre estimation de salaire imposable, vous pourriez aller, je vais vous partager dans notre chat, vous pourriez taper sur Google impôt.net. Si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver l'information. Si on a des personnes ici qui sont en Ontario, etc., il y a d'autres outils. Vous pourriez m'envoyer un courriel par rapport à ça. Maintenant, ça, c'était vraiment comme travailleur autonome. Donc, ça devrait déjà vous donner quand même une bonne idée de comment estimer ce qui est pertinent pour vous. Et ce qui est important à savoir aussi, pour répondre à une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est possible de s'incorporer sans se verser un salaire? Et la réponse, elle est oui. Donc maintenant, on va basculer vers l'incorporation et à ce niveau-là, on peut regarder les différentes options qui s'offrent à vous. On a beaucoup plus de flexibilité qu'en tant que travailleur autonome parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un travailleur autonome, il génère les revenus bruts. Donc, contrairement aux salariés, quand on est employé d'une compagnie, on reçoit le revenu net. Donc, on n'a aucune marge de manœuvre. On reçoit concrètement le 102 000 divisé par 12 mois et c'est tout. On ne peut pas déduire de dépenses. On peut pas, en fait, on peut pas déduire quoi que ce soit. C'est tout ce qui nous reste. Versus l'entreprise individuelle où on est capable d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur nos revenus nets qu'on va déclarer et c'est ce qui rend ça plus intéressant d'ailleurs. Maintenant, comme société par action, c'est encore plus intéressant que travailleur autonome lorsque c'est le bon moment parce que on peut choisir entre le salaire, les dividendes, un prêt. Donc, la compagnie peut vous prêter de l'argent si vous avez besoin de liquidités de façon temporaire parce qu'il faut les remettre par la suite. Et vous pouvez aussi opter pour ce qu'on appelle le remboursement de capital. Donc, concrètement, le remboursement de capital, c'est que si pour démarrer votre entreprise, vous avez besoin de faire un apport en capital, un apport au sein de la compagnie pour démarrer les activités, ça peut être 5 000 10 000 20 000 peu importe, vous pouvez obtenir le remboursement du capital de votre société et ça, c'est pas un revenu imposable, c'est un simple remboursement. Donc, lorsque j'ai des clients qui vont investir un montant pour démarrer leur activité, donc ils vont injecter du capital dans l'entreprise, je vais leur recommander de commencer par se rembourser ce capital pour récupérer de l'argent libre d'impôt parce que j'ai déjà payé de l'impôt une fois et ensuite d'opter pour salaire aux dividendes. Le prêt, c'est vraiment dans un contexte très précis parce qu'il faut avoir les liquidités pour le remettre. Alors, c'est vraiment à utiliser avec une certaine minutie et une rigueur. Survol rapide sur salaire dividende, mais j'ai déjà donné quand même quelques indices.
Si on regarde la colonne salaire, donc du moment où on est incorporé, on a l'option de choisir. Et ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, j'espère que plusieurs d'entre vous auront la réponse à savoir est-ce que ça vaut la peine de m'incorporer ou pas. Parce que je trouve que c'est une question qui peut quand même être répondue simplement dans la mesure où on connaît son budget, on connaît ses estimations et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de risques associés à notre activité. Si on a des risques avec notre activité, même si c'est pas optimal fiscalement, parce qu'on a des risques et qu'on a des actifs à protéger, il faut basculer vers l'incorporation. Maintenant, au niveau du salaire ou dividende, ce ne sera pas possible pour vous de sortir du webinaire dans 45 minutes puis de savoir, OK, je vais faire telle stratégie salaire-dividende parce que c'est trop personnel à chacun. Ici, certains d'entre vous vont opter pour un salaire, mais vous avez peut-être des enfants, que vous avez des enfants à charge, des frais de garde, des crédits pour exemple, soins de santé. Vous avez des crédits, des dépenses que vous pourriez venir ajouter que je ne connais pas et qui doivent être prises en considération, qui vont vous permettre d'optimiser votre fiscalité. Donc, ce que je veux que vous voyez ici, ce sont les grandes lignes qui vous permettent d'avoir une discussion plus détaillée avec votre comptable pour faire une réelle estimation et prendre une décision qui est éclairée. Donc, si on regarde maintenant au niveau du salaire, le salaire représente une dépense pour l'entreprise. Donc, ça veut dire que ça vient réduire le revenu imposable de la compagnie. Le salaire, comme on a pu le voir avec mon estimation tout à l'heure que je vous ai montré, permet de cotiser à la Régie des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale. Qu'on ait des enfants ou pas, malheureusement, on ne peut pas choisir. Autrement, ça aurait été bien, mais c'est pas quelque chose qu'on peut se opt-out. On doit cotiser anyways. Et ça permet d'augmenter son plafond REER année après année pour ceux qui cotisent à leur REER. Si on décide de se verser un salaire, ça permet de libérer de l'espace pour l'année suivante, ce qui n'est pas le cas pour le dividende. Le dividende n'est pas une dépense. On ne peut pas augmenter notre plafond REER avec parce que ce n'est pas considéré comme étant une rémunération éligible. Et le taux d'imposition, j'ai mis ici taux d'imposition moins élevé, mais c'est sous toute réserve parce que ça dépend du montant de vos dividendes. Donc, si on se situe à comme un 30 000 de dividendes, c'est vrai qu'on pourrait se retrouver à payer potentiellement moins d'impôts qu'un salaire en raison de différents crédits d'impôt qui sont applicables. Mais si on se verse un dividende de 100 000 pas forcément. Et on va le voir dans quelques instants. Si on revient au salaire, comme on a pu le voir tout à l'heure, un salaire implique des retenues à la source et ça implique également des cotisations de la part de l'employeur. Donc, en tant que société incorporée, comme le travailleur autonome, on va verser un salaire à l'actionnaire duquel on va retenir les différentes retenues à la source, mais ensuite, je vais aussi cotiser pour lui. Et comme on l'a vu, le salaire est imposé de façon progressive et idéalement, je recommande à mes amis ici qui sont incorporés et qui vont opter pour un salaire de définitivement considérer un outil comme Netris ou QuickBooks pour effectuer les retenues à la source et des cotisations en bonne et due forme avec les bonnes estimations et non seulement basées un, une estimation sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, impôt.net. Au niveau des dividendes, ce n'est pas une dépense pour l'entreprise et c'est calculé à partir des profits de la compagnie, profits qui auront déjà été imposés. Donc, ça vous fait comprendre qu'on parle d'une certaine double imposition parce que finalement, la compagnie paie de l'impôt et ensuite, je me verse un dividende sur lequel je paie mon impôt et je ne cotise pas à la RRQ, ni à la RQAP, ni au REER. Donc, maintenant, on va regarder un exemple de ce que je vais juste expliquer. Il y a quand même beaucoup d'informations, donc on va se concentrer sur chaque élément que je vais vous partager dans le tableau et vous pourriez prendre une photo pour ceux que ça intéresse à ce niveau-là, pour y retourner plus tard, puis vous faire vos propres estimations pour vous. Donc, débutons par comprendre qu'est-ce qu'un revenu d'entreprise exploité activement. Ici, le revenu d'entreprise exploité activement, ça veut dire qu'on a une entreprise qui est active. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un revenu locatif. À nos amis investisseurs immobiliers, les taux d'imposition que je montre à l'écran ici ne sont pas applicables à vous. On parle vraiment de quelqu'un qui vend un produit, qui fait la consultation, bref, une entreprise de services ou de vente de produits.
Ici, si on a jusqu'au seuil de 500 000 de revenus imposables, donc après les dépenses, si on a des employés qui totalisent 5 500 heures d'heures travaillées au Québec, notre taux d'imposition va être autour de 12. Mais pour avoir droit aux 12 il faut qu'on ait des employés. Alors que pour mes amis qui sont en Ontario, parce que là, j'ai vu qu'on en a, ici, vous avez déjà droit aux 12 que vous ayez des employés ou non. Maintenant, si on regarde cet élément juste ici, ça, c'est typiquement le taux d'imposition de mes clients entrepreneurs qui n'ont pas suffisamment d'employés. Exemple, un consultant, ça va être autour de 20. Donc, ça, je voulais prendre le temps de faire la distinction et c'est 20 jusqu'à 500 000 de revenus nets. Donc, encore une fois, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est vraiment après les dépenses. Maintenant, on va regarder au niveau de ma colonne ici. Si on décide de s'incorporer et que notre société génère un revenu net de 160 000 donc ici, on prend pour acquis que c'est après les dépenses. On a donc 160 000 qui me restent. Je vais payer, si j'ai des employés, 19 000 d'impôts environ, si j'ai des employés. Si j'ai pas d'employés, je vais payer plutôt autour de 32 800 d'impôts. Ensuite, on va avoir un aperçu ici des liquidités qui sont disponibles. Donc, concrètement, je peux me retrouver à avoir 140 000 de disponibles après avoir payé. Ou, si j'ai pas mes employés, je me retrouve avec 627 000 qui me restent. Maintenant, tantôt, on a parlé de salaire ou dividende. Si, justement, ici, on est dans l'optique de tester le dividende, ben, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un revenu qui est imposable ensuite. Ici, mon montant, il est assez approximatif. Donc, disclaimer, mon rôle, c'est d'être avocate fiscaliste et non comptable fiscaliste. Donc, j'ai été avec une moyenne parce qu'après, ça va dépendre aussi, comme on l'a vu tantôt, des échelles. Donc, c'est progressif. Donc, j'ai arrondi à 30. Mais pour mes clients qui optent pour les dividendes, je leur dis de considérer que c'est entre 35 à 40 selon le montant. Donc, j'ai mis une estimation approximative de 30 000 ce qui nous laisse comme liquidité disponible 70 000 Donc, au total, j'aurais payé environ 50 000, autant si on mélange la compagnie avec nos impôts personnels. Au niveau de cette entreprise ici, parce qu'on n'a pas d'employés, j'ai encore mon 30 000, il me reste 70 000, mais j'aurais payé plus d'impôts parce que j'ai payé euh, plus d'impôts au niveau de la société. Donc, ça, c'était pour comparer ici. Et là, on retourne avec notre scénario où on veut se verser un salaire. On retourne avec le chiffre du jour que j'ai identifié comme étant 160 000 Donc, bien entendu, on a dit tout à l'heure que certains d'entre vous se questionnaient à savoir est-ce que je devrais m'incorporer ou me verser ou rester travailleur autonome. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que je me suis dit que si quelqu'un se questionne, il faut que j'augmente. Tu sais, je peux pas juste avoir une compagnie qui génère 160 000 si j'ai besoin de me verser un salaire de 160 000. Forcément, il faut que ce soit plus pour que ça vaille la peine. Autrement, rester travailleur autonome. Alors, j'ai été augmenter le revenu imposable le revenu net, pardon. Mais c'est ça, revenu imposable de la compagnie. Donc là, on est sur du 210 000 à 20 mais j'ai estimé qu'on allait se verser un salaire de 160 000 qui est une dépense pour l'entreprise, comme on l'a vu tantôt. Alors, je paye moins d'impôts parce que j'ai une grosse dépense. Il me reste 39 000 dans la compagnie. Donc, vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit, il faut qu'on soit capable de laisser de l'argent à la compagnie pour que l'incorporation vaille la peine. Et ça, c'est un exemple concret. J'ai généré plus que ce que j'avais besoin parce que j'avais besoin de 160 000 mais j'en ai généré après dépenses excluant mon salaire, 210 000. Et là, il me reste encore 40 000 que je laisse dans la compagnie. Donc, c'est vraiment bien.
ça reste là. C'est un revenu que j'ai pas besoin de m'imposer au niveau perso. Et là, au niveau du salaire, donc la personne qui a un salaire brut de 160 000 on l'a vu tantôt qu'il faut qu'elle paie environ quand même 53 000 d'impôts, ce qui va faire en sorte qu'il nous reste environ 106 000 comme on a vu avec le calcul de EY tantôt. Puis comme vous l'avez vu, ça peut osciller à cause des cotisations, etc. Fait que disons 102 000, 106 000. Au total, j'aurais payé environ 64 000. Donc, ça, c'était un exemple pour vous montrer concrètement c'est quoi les éléments à prendre en considération lorsque vous aurez à prendre vos décisions. Déjà, la première décision, est-ce que je m'incorpore? Et la deuxième décision, comment est-ce que je me rémunère? Donc, ça vaut la peine de s'asseoir avec quelqu'un, étant un comptable fiscaliste, pour faire vos calculs. Et bien entendu, certaines personnes parmi vous vont me dire, moi, j'ai un emploi, mais je suis aussi consultant et je me suis incorporée pour ma consultation, mais je génère peut-être 100 000 avec mon incorporation. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, parce qu'en tant que salarié, c'est suffisant pour subvenir à vos besoins. Ce qui veut dire que tout ce que la compagnie génère, ça aurait pu être 40 000 ça vaut quand même la peine de le faire dans l'incorporation parce qu'elle va être imposée à un taux fixe. Donc, c'est toujours par rapport à vos besoins. Si vos besoins sont comblés avec votre salaire et que vous avez une activité. Donc, ce que j'étais en train de dire avant que ça coupe, c'était qu'on a fait le tour de l'exemple chiffré et maintenant, on va venir regarder concrètement comment est-ce qu'on peut venir optimiser sa fiscalité à l'aide d'une structure. Donc, maintenant, on part du principe qu'on a opté pour l'incorporation parce que c'était la bonne décision et on est maintenant prêt à optimiser avec des structures plus sophistiquées comme des compagnies de gestion. Donc, on va aller regarder dans quel scénario, dans quel cas de figure est-ce que c'est intéressant. Et je veux garder en tête que l'optimisation fiscale, ça n'a qu'un seul but, c'est de venir s'enrichir. Ce que je veux que vous reteniez des prochaines 20 minutes qu'on a ensemble, c'est que l'optimisation fiscale, ce que je vais vous permettre de faire, c'est de maximiser chaque dollar que vous gagnez. Donc, concrètement, on part du principe qu'on a une compagnie, on est un entrepreneur qui a une compagnie. Donc, voilà. Ici, on part avec notre compagnie, notre OPCO, et on génère nos revenus, on génère nos profits. Maintenant, si on regarde pour avoir d'autres structures comme une compagnie de gestion, ça veut dire que on s'est retrouvé à avoir accumulé des profits. Et ça se traduit comment? C'est qu'on peut venir ici considérer l'ajout d'une structure plus sophistiquée, comme la compagnie de gestion, parce qu'elle va nous permettre de venir optimiser nos revenus. Si je m'explique. Donc, ici, je vais juste m'assurer que... OK. Parfait. La compagnie de gestion, on appelle aussi ça une holding. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une compagnie de gestion, c'est une incorporation aussi, mais on l'utilise différemment. Donc, c'est une société par action comme votre compagnie que vous avez déjà. On l'a créée sur le registre d'entreprise du Québec ou sur Corporation Canada. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une société qu'on peut appeler société mère, société portefeuille. Son objectif ici, c'est de venir détenir vos différents projets ou un seul projet. Donc, quand est-ce que la compagnie de gestion devient intéressante? Elle devient intéressante lorsqu'on dégage des profits qu'on est capable de laisser dans la compagnie. Tantôt, dans l'exemple précédent, on a vu un exemple où l'incorporation vaut la peine parce qu'on est capable de laisser environ, euh, je pense que c'était 40 000 qu'on a pu laisser dans la compagnie. Donc, si on est en mesure de laisser environ 40 000 mais la question est, est-ce que je vais être capable l'année prochaine de laisser un autre 40 000 Est-ce que je suis dans une optique où je suis en mesure de venir épargner davantage? Et là, c'est là qu'on peut considérer une compagnie de gestion pour venir envoyer nos liquidités. Donc, concrètement, on les prend de la OPCO et on les envoie vers la holding. Et quand on envoie l'argent dans la holding, on n'a pas besoin de payer encore de l'impôt. Mais je vais prendre le temps de spécifier quelque chose que mes clients parfois vont confondre. Ils vont me demander, quand je prends de l'argent de la OPCO et que je l'envoie dans la compagnie de gestion, est-ce que je me retrouve à payer moins d'impôts? Est-ce que c'est une dépense? Et non.
Quand on envoie l'argent de la OpCo vers la holding, c'est vraiment considéré comme un partage de dividendes. Et on l'a vu tout à l'heure que le dividende, il est transmis, il est versé après avoir payé de l'impôt corporatif. Donc, quel est le taux d'imposition de la compagnie de gestion? Lorsque j'envoie un dividende de la OpCo vers la compagnie de gestion, il n'y a pas de taux d'imposition en particulier parce que j'ai payé une fois. Si je décide de faire des placements avec ma holding, parce que je peux, puisque l'objectif, c'est de faire fructifier mon argent. Si je décide de l'investir davantage, alors à ce moment, je peux me retrouver effectivement à payer de l'impôt parce que ce sont des nouveaux revenus et eux ne vont pas être imposés au même taux que j'ai mis tantôt. Ils vont être imposés à un taux qui est plutôt autour de 50%, mais c'est plus complexe que ça. Là, je l'explique de façon vraiment simple. Le 50%, c'est sur les revenus passifs, mais éventuellement, quand vous allez vous verser des dividendes, alors à ce moment-là, vous allez avoir un certain remboursement d'impôt qui va se faire, qui va venir amener à la baisse votre impôt initial. Donc, le but, c'est pas de compliquer l'explication. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand j'envoie de OpCo à la holding, je ne paie pas de nouveau. Une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que je peux créer ma holding à l'étranger? Donc, est-ce que je peux la créer, exemple, aux îles Caïmans, puis je viens la mettre comme étant la propriétaire de mon entreprise au Canada? Donc, la réalité, c'est que on peut créer une entreprise à l'étranger, mais si l'entrepreneur est toujours au Canada, on n'est pas forcément plus avancé parce que finalement, j'envoie de l'argent d'une OpCo à l'étranger, mais au Canada, lorsque j'envoie de l'argent vers ma OpCo, c'est pas imposable de nouveau. Ce que quelqu'un qui considère le faire aux îles Caïmans pense, c'est que il se dit, mais quand je vais placer mon argent, cet argent-là, les revenus que ça va générer ne seront pas imposés à 50%, ils seront imposés à 0%. Mais après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on envoie de l'argent à l'étranger, que ce soit un actionnaire qui est non résident ou une compagnie, ben, on se retrouve à payer un impôt supplémentaire cette fois-ci parce que le gouvernement prend en considération qu'on envoie l'argent à l'extérieur du pays. Et là, il va prendre un impôt supplémentaire qu'on n'a pas à subir lorsqu'on fait tout ça à travers le Canada. Et le dernier point par rapport au fait d'avoir une compagnie à l'étranger, c'est de garder en tête que ce qui va se passer ici, c'est que notre compagnie, notre holding, si elle était à l'extérieur, ben à ce moment-là, on va se retrouver à devoir se rémunérer d'une certaine manière. Et finalement, en tant que résident canadien, on doit toujours venir déclarer nos revenus générés un peu partout. Donc ça, c'était par rapport au point 4. Est-ce que je peux la faire à l'étranger? Et par rapport au point 5, on a quelqu'un qui a commencé à faire un début de réponse dans la conversation. Et c'est pas la structure qu'on veut utiliser de cette manière, du moins si on veut vendre éventuellement. On va vouloir que l'entrepreneur détienne des parts dans l'entreprise et on va regarder dans quelques slides comment est-ce qu'on peut vraiment maximiser notre structure dans un contexte où on aimerait éventuellement vendre. Donc, dans quel cas de figure est-ce que avoir une holding pourrait être intéressant? Donc, à ce niveau-là, il faut garder en tête que on peut être un entrepreneur qui a un seul projet, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, j'épargne un peu plus année après année. Donc, je veux protéger mes revenus, mon épargne. Et ce qui se passe ici, c'est que lorsque j'envoie l'argent vers la holding, c'est que je le mets à l'abri. On peut considérer la holding comme étant votre fonds de retraite ou votre fonds liberté parce que finalement, je viens transférer mon argent ici, je l'investis et si jamais éventuellement il y a un problème avec ma compagnie ou quoi que ce soit, ben, je vais être en mesure de limiter la casse à la compagnie qui va devoir payer à même ces liquidités qui sont disponibles. Et moi, je viens protéger finalement mes placements et mes actifs au niveau de la compagnie de gestion. Ça, c'est le cas de figure numéro un. Le deuxième cas de figure, c'est si on est plusieurs actionnaires. Donc, concrètement, si je me lance en activité et j'ai un associé, ça peut être un, deux, trois, peu importe. Dans ce cas-ci, je vais recommander de considérer d'avoir une compagnie de gestion par associé parce que lorsque la compagnie génère des profits,
vous allez vouloir éventuellement vous les reverser comme actionnaire sous forme, exemple, de dividendes après avoir versé vos salaires respectifs. Mais si vous n'avez pas de compagnie de gestion, ce qui va se passer, c'est que si entrepreneur A, lui, veut recevoir des dividendes, mais que l'entrepreneur B, il dit non, c'est pas une bonne idée pour moi parce que je vais payer trop d'impôts sur mon dividende, c'est difficile de contrôler ce genre de choses, sauf si vous décidez d'émettre des actions de catégories différentes. Mais encore là, parce qu'on veut aussi protéger nos actifs, on veut protéger nos liquidités supplémentaires. Dans tous les cas, ça vaut la peine quand on est plusieurs de mettre notre holding. Comme ça, les liquidités supplémentaires, on les range de côté et chaque entrepreneur, chaque associé peut déterminer à quel moment est-ce qu'il veut se verser le dividende au niveau personnel. Donc, on a un bien meilleur contrôle sur nos liquidités et sur notre taux d'imposition par la même occasion. Et ensuite, le prochain cas de figure, c'est si on est un entrepreneur qui a plusieurs projets. Donc, finalement, ce qui se passe ici, c'est que j'ai ma compagnie opérante au début, qui peut être ma source de revenus principale. Ce que je vois souvent avec mes clients, j'ai beaucoup de clients qui sont consultants, donc ils sont capables de savoir que année après année, ils vont épargner des montants significatifs. Donc, ils vont venir mettre sur pied leur compagnie de gestion, leur holding. Ils vont transférer des liquidités au sein de cette société. Et là, par la suite, lorsque vient le temps d'investir dans un autre projet, que ce soit de l'immobilier ou un projet avec des associés, ils vont se retrouver à créer une entité qui est vraiment spécifique à ce projet. Et j'aurais pu mettre dans mon schéma d'autres associés qui viennent se joindre à ce projet en particulier. Donc, à ce niveau-là, ce que j'aime avec ce type de structure, c'est que on vient en faire plus avec son dollar. Parce que on se rappelle que la seule raison pour laquelle je vous parle de cette structure, c'est pour vous permettre de maximiser chaque dollar gagné. Et je vais expliquer un peu plus pourquoi. Parce que concrètement, la OPCO génère son chiffre d'affaires, elle a ses dépenses. Et on a vu tantôt qu'il nous reste des profits. Ils ont été imposés à 20% ou à 12%. Et après, je peux les envoyer dans la holding qui ne va pas payer une autre fois. Donc, j'envoie le montant net d'impôt. Et ensuite, je vais pouvoir réinvestir dans un autre projet, exemple en immobilier ou un projet d'entreprise avec des partenaires ou seul. Mais j'investis mon dollar qui a été imposé une fois. Si on n'a pas une structure similaire et que j'ai envie, exemple, d'investir dans un projet avec des amis ou un projet immobilier, et que je me retrouve à sortir mon 40 000 de ma compagnie opérante, donc je me sors mon dividende. Comme on a vu tantôt, il faut que j'estime encore un impôt personnel qui va se retrouver entre exemple 30 à 40% sur mon dividende et j'ai donc perdu 30% de mon argent pour aller le mettre dans une autre compagnie. Donc, c'est pas forcément très pratique et ça fait qu'on doit travailler plus pour maximiser le même dollar. Donc, le but d'une structure comme celle-ci, c'est vraiment de pouvoir maximiser et en faire plus avec un dollar qui va être imposé une seule fois au sein de la OPCO et le faire circuler au sein d'une compagnie à l'autre. Une question qui revient assez souvent parce qu'il y a un intérêt assez poussé au niveau des compagnies pour l'immobilier. Donc, une question qu'on va me poser régulièrement, c'est à savoir, est-ce que je devrais investir en immobilier alors avec une compagnie ou à mon nom perso? Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si on reste dans le scénario comme celui-ci, je pars du principe que la mise de fonds pour l'investissement immobilier provient de la compagnie opérante. Donc, on a été en mesure de générer des profits avec la compagnie, puis on vient les investir dans ce projet. Donc, si la mise de fonds vient de la compagnie, ce qui est intéressant, c'est que on sait déjà que mon dollar, il vaut 30% de plus que si je m'étais payé pour payer 30% d'impôts et l'utiliser. Donc, ça, c'est un avantage favorable vers l'investissement dans une compagnie. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si si ma mise de fonds, elle est à mon nom, si j'avais des liquidités personnelles et que je décide donc d'investir en immobilier à mon nom, ce qui est très standard, mais il faudra juste garder en tête que j'augmente aussi mes revenus en tant que particulier. Bon,
faut juste garder en tête, je génère plus de revenus parce que j'ai peut-être des revenus locatifs qui sont dégagés. Donc, si mon bien immobilier dégage des profits, c'est plus de profits ajoutés à mes autres sources de revenus qu'on vient combiner, comme on a vu au tout début. Et il faut aussi savoir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que les taux d'imposition dont j'ai parlé de 12-20 s'appliquaient aux revenus actifs. Donc, toute compagnie immobilière ne va pas avoir ce revenu. J'avais parlé du revenu passif qui était plutôt imposé à 50% sur les profits provenant de revenus passifs. Par contre, ce que je dis à mes clients, c'est que tu paies peut-être plus d'impôts avec ta compagnie sur tes revenus passifs, sauf que ton dollar que tu vas utiliser pour investir t'a coûté aussi moins cher. Et après, tu peux aussi venir optimiser la fiscalité de ton bien immobilier pour venir faire le plus de déductions possible. Donc, il y a des alternatives aussi à ce niveau-là pour maximiser cet argent-là. Et finalement, les deux dernières questions qu'il faut se poser pour déterminer qu'est-ce qui vaut un peu plus la peine, c'est de savoir est-ce que c'est ma résidence principale ou est-ce que c'est un bien locatif? Parce que si c'est ma résidence principale, je vais recommander qu'on la détienne à notre nom perso pour être en mesure de ne pas payer d'impôts lorsqu'on la revend. Donc, c'est un facteur à anticiper. Et aussi, il faut déterminer est-ce que c'est pour moi seulement ou avec des partenaires? Parce que, comme je l'ai mis dans mon schéma ici, ben, si on est plusieurs, ça fait potentiellement plus de sens qu'à plusieurs, on opte pour une incorporation de toute façon. Donc, ça, c'est par rapport à la question, est-ce que je devrais investir à mon nom ou via la compagnie? Et maintenant, on va regarder, toujours par la lignée de l'optimisation, comment est-ce qu'on fait pour optimiser sa fiscalité dans un contexte de transfert de patrimoine à la prochaine génération ou transférer son entreprise, soit à notre prochaine génération ou dans un contexte de vente de l'entreprise, par exemple. Donc, chose certaine, je vais débuter en indiquant que si on parle de planification de succession, on va définitivement vouloir parler de avoir une bonne structure corporative, mais aussi de venir considérer son testament et son mandat. Donc, je rencontre trop souvent d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément mis ça en place, mais si on est rendu à considérer des structures beaucoup plus sophistiquées, c'est parce qu'on a un objectif de bâtir un patrimoine qui va avoir une certaine valeur. On veut investir, on veut bâtir un patrimoine qu'on aimerait transférer. Donc, si on met pas en place ce genre de choses, on est en train de bâtir notre patrimoine sur des fondations qui ne sont pas solides. Donc, ici, lorsqu'on veut transférer son patrimoine à ses enfants, par exemple, on a plusieurs façons de voir les choses. Vous pourriez décider, vous partez l'entreprise, donc il y a beaucoup d'informations dans mon schéma, fait que commençons ici. On part l'entreprise au début et on est le seul. Elle prend de la valeur au fur et à mesure. Si on veut impliquer nos enfants, on pourrait décider qu'à un certain moment, on décide d'ajouter nos enfants en faisant un gel et on embarque nos enfants directement comme actionnaires de la compagnie active pour qu'ils puissent prendre le relais et bénéficier de la plus-value. Donc, on fait ce genre de structure au moment où on a atteint une valeur qui est suffisante pour nous, puis on vient ajouter des enfants pour le futur. C'est important de penser à ce genre de stratégie assez tôt parce que si on veut ajouter nos enfants 30 ans plus tard, ce qui arrive souvent quand je parle à des gens qui ont de l'immobilier dans des compagnies, si on veut ajouter nos enfants 30 ans plus tard, le propriétaire de la compagnie a déjà accumulé une valeur qui est assez élevée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on va se retrouver à décéder, nos actions vont être considérées comme ayant été vendues. Donc, c'est important de garder en tête que le décès provoque un impact fiscal, ce qui veut dire que on va vouloir mettre nos enfants à un moment qui est intéressant pour faire en sorte que j'ai pas accumulé trop de valeur dans mon entreprise entre mes mains. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à l'année 15, l'entreprise, elle vaut maintenant, exemple, 9 millions. Mais moi, je me suis arrêtée à 3 millions en termes d'impact entre mes mains. Et les enfants sont ceux qui partagent le résiduel. Pour répondre à la question dans le chat, les 100, ça veut dire sans action. Donc, sans action, sans action, sans action. C'est vraiment juste
le nombre d'actions en circulation. Donc, ça, c'était dans un contexte de transfert de patrimoine. On pourrait anticiper de mettre les enfants directement dans la compagnie ou on peut considérer aussi de les mettre dans notre compagnie de gestion plutôt que de les mettre directement si on avait une structure avec une compagnie de gestion. Et, et ce qu'il faut aussi considérer, et c'est pas une considération qui est pertinente pour tous, mais ce qui peut être intéressant de considérer également, c'est de penser à ce qu'on appelle une fiducie familiale. Donc, je garde ça pour la fin parce que c'est pas un produit qui est pertinent pour tous, mais la fiducie, elle peut retrouver sa pertinence à première vue dans deux contextes. Si on se retrouve à vouloir vendre son entreprise ou si on veut limiter l'impôt au décès. Donc, concrètement, une fiducie, c'est, je pourrais dire, comparable à une compagnie dans le sens que la fiducie, elle a son propre compte bancaire et elle est contrôlée par des fiduciaires. Donc, les fiduciaires sont ceux qui gèrent les actifs de la fiducie. La fiducie peut détenir des actifs comme des actions dans la compagnie qu'on retrouve ici. Et ce qui se passe, c'est que la fiducie, elle permet à un entrepreneur qui veut vendre son entreprise éventuellement de multiplier l'exonération qu'on appelle la déduction pour gain en capital. Donc, concrètement, si j'ai la possibilité de vendre ma compagnie, si elle est éligible, je peux ne pas payer d'impôt jusqu'à un certain seuil. À chaque année, le seuil augmente, mais on est autour de 900 000 dollars. Donc, la particularité, c'est que ça, c'est valable si l'entrepreneur vend ses actions à lui. D'où le fait que tantôt, je parlais du fait que si on a une compagnie de gestion, mais qu'on veut vendre, il faut prendre ça en considération dans la structure. Mais l'entrepreneur peut vendre ses actions et avoir un allègement fiscal. Mais si j'ai des membres de ma famille qui, eux, n'ont pas d'entreprise, ça peut être intéressant de venir multiplier leur plafond de 900 000 avec d'autres personnes qui, eux, sont bénéficiaires de la fiducie. Et parmi les bénéficiaires de la fiducie, on peut retrouver la fameuse compagnie de gestion. On la retrouve quand même. Elle garde sa pertinence. Donc, ici, si je résume ce genre de structure, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est qu'on peut se retrouver à avoir notre compagnie opérant du début. Donc, cette compagnie, c'est celle qui vend les produits et les services. Mais parce que je considère éventuellement vendre mon entreprise, ben alors, je vais vouloir mettre une fiducie comme actionnaire. Et ensuite, je veux quand même envoyer mes liquidités supplémentaires. On parlait du fameux 40 000 que j'accumule année après année. Mais je peux prendre le 40 000 l'envoyer dans la fiducie et le reverser à mon holding qui est un bénéficiaire. Donc, il garde définitivement sa pertinence, puis le holding, on y fait nos placements, puis on met notre argent à l'abri. Mais la fiducie, je recommande pas de laisser l'argent dedans et de faire les placements avec, parce que son taux d'imposition, c'est le taux le plus élevé. C'est le taux marginal qui était autour de 52%. Donc, le but, c'est de l'utiliser comme passoire pour partager avec les bénéficiaires en cas de vente ou pour mettre dans la holding. Et en second bénéfice, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de limiter l'impôt au décès, parce que si je décède, mais que ma fiducie détenait des actions qui ont pris de la valeur, mais la fiducie n'est pas décédée avec vous. Donc, elle est encore là, avec les fiduciaires qui la contrôlent, puis les bénéficiaires qui sont là. Donc, si on reprend un schéma similaire au précédent, on se retrouve avec notre compagnie qu'on a démarrée. Elle prend de la valeur et plutôt que mettre les enfants directement dedans, on peut venir mettre la fiducie comme actionnaire, ce qui nous permet aussi de contrôler quelle est quelle est l'implication qu'auront les enfants. Parce que finalement, si je ne sais pas encore qui veut s'impliquer et à quel niveau, en ayant une fiducie, j'ai la complète discrétion sur la distribution des profits auprès des bénéficiaires. Donc, c'est une bonne façon de les impliquer indirectement plutôt que leur donner des parts directement dans la compagnie qui prend de la valeur. Et ensuite, comme on peut le voir ici, mais la compagnie, elle prend de la valeur, mais à ce stade-ci, c'est la fiducie qui va avoir la plus-value qui a augmenté avec le temps. Donc, là, on a regardé les différentes structures corporatives. On a parlé de la compagnie de gestion
pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi c'est intéressant, dans quel contexte est-ce que ça l'est. On a regardé un survol, bref survol de la fiducie pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, mon objectif, c'était vraiment juste que vous sachiez, OK, à haut niveau, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et on va terminer en regardant quelques autres astuces parce que finalement, le but, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que je peux garder le plus possible mes liquidités. Puis, on doit payer de l'impôt anyway sur les profits. On a déjà vu ça tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux envisager comme autre alternative pour réduire mes impôts? Donc, j'ai mis quelques idées à l'écran. La première exemple, ou ce qui peut être engagé un membre de votre famille. Mais bien entendu, il faut que ce membre de la famille travaille réellement. Fut un temps, il y avait des gens qui allaient mettre des membres de la famille, mais qui n'étaient pas impliqués. Maintenant, il faut que les personnes qui sont impliquées, à qui on verse un salaire, aient vraiment travaillé pour leur salaire. Mais par contre, ça peut être à considérer parce qu'il n'est pas rare que, en tant que chef d'entreprise, on se retrouve à demander à notre conjoint ou notre conjointe de s'impliquer, que ce soit à temps partiel ou à nos enfants, et ça peut permettre justement de les considérer comme salariés, puis de leur verser un salaire qui va être une dépense déductible pour l'entreprise et qui va faire en sorte aussi que si j'ai un membre de ma famille qui a un revenu qui est moins élevé, on a vu tout à l'heure que jusqu'à environ 20 000 d'impôts progressifs, on paie très peu d'impôts. Donc, finalement, si j'envoie un 20 000 à cette personne, elle paiera très peu d'impôts. Mais pour moi, pour mon entreprise, ça va être une dépense de 20 000. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite, un autre élément à prendre en considération, c'est de ne pas oublier aussi que si vous avez des clients qui ne paient pas, donc des impayés, vous pouvez venir radier vos créances irrécouvrables. Donc, ça va créer une dépense sur un revenu que vous auriez autrement eu à déclarer sans forcément avoir perçu les revenus et donc en ayant pu en profiter. Ensuite, on peut aussi considérer des produits d'assurance plus sophistiqués. Je ne suis pas conseillère financière, donc mon objectif ici, c'est pas de vous expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mais c'est de vous éclairer à considérer les produits d'assurance, mais pour des raisons fiscales. Donc, ce qui est particulier, c'est que on a en tête souvent que une assurance vie ou une assurance maladie, c'est pour si je décède ou si je tombe malade. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est incorporé, on est en mesure de bénéficier d'avantages fiscaux à travers ces produits. C'est que ces produits n'ont pas comme seule fonction de vous aider en cas de problème. C'est que certains de ces produits permettent de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt aussi. Donc, si vous avez des liquidités excédentaires et que vous voulez voir comment optimiser davantage parce que vous avez déjà profité pleinement de vos dépenses, vous avez déjà engagé un membre de votre famille si vous pouviez, vous avez déjà comme fait le maximum et vous avez déjà une compagnie de gestion, ben, pensez à regarder pour des produits d'assurance et de demander à un conseiller financier, parle-moi des produits d'assurance mais dans un contexte fiscal pour voir qu'est-ce que je peux faire pour en tirer le maximum. Le quatrième point, les dons sont des dépenses, les dons ne sont pas des dépenses, pardon. Les dons octroient des crédits d'impôt. Donc, ça peut être intéressant de faire des dons, mais il arrive que j'ai des clients qui veulent foncièrement contribuer à améliorer la condition ou une cause en particulier. Et ils vont donc se créer un organisme à but non lucratif qui est un organisme de bienfaisance. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut se retrouver à travailler avec sa compagnie, mais aussi vouloir contribuer à une cause qui nous tient à cœur. Et ça peut être notre fondation. Donc, ça peut être notre organisme de bienfaisance qu'on va utiliser. Donc, d'un côté, ça m'octroie des crédits d'impôt, mais de l'autre, ça permet aussi de contribuer à une cause qui me tient à cœur. Ensuite, un autre point, c'est au niveau de la sous-traitance. Donc, je connais des clients qui ont des liens à l'étranger et qui vont, par exemple, vouloir sous-traiter pour certains travaux. Donc, ils ont accès à des développeurs qui sont à l'étranger, ils ont accès sinon à des comptables ou des techniciens comptables qui sont à l'étranger. Donc, une de leurs alternatives, c'est que plutôt que de recruter des salariés au Québec, sachant qu'il n'y en a plus vraiment, ben, ils vont se retrouver à considérer de faire de la sous-traitance à l'étranger. Donc, c'est possible soit pour eux de créer une compagnie à l'étranger, d'y recruter
des employés ou des travailleurs autonomes pour effectuer le travail nécessaire pour leur entreprise canadienne. Et ce que ça permet de faire finalement, c'est que j'ai une main-d'œuvre qui est plus abordable. C'est une dépense pour mon entreprise. Et aussi, un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que si je crée cette compagnie dans un pays avec lequel j'ai des liens, donc si j'ai ma famille qui habite là-bas, si c'est une compagnie dans un lieu où je vais régulièrement, ben, cette compagnie peut finalement servir à aussi accumuler de liquidité que je vais utiliser lorsque je vais être dans cet endroit où je vais régulièrement. Donc, ça peut permettre vraiment de déduire vos revenus, payer moins cher pour la main-d'œuvre, mais également d'en profiter autrement. En prochain point, si quelqu'un trouve qu'il paie vraiment trop d'impôts, comme j'ai eu quelques conversations cette semaine, c'est des gens qui trouvent qu'ils n'en ont pas assez pour leur dollar parce que, comme je le mentionnais au début, en tant que salarié, on se retrouve quand même à payer notre impôt personnel de toute façon en tant que particulier résident au Canada. Mais si vous trouvez qu'encore là, vous n'en avez pas assez pour votre argent parce que vous avez des raisons, vous trouvez que les services sont pas à la hauteur, mais alors vous pourriez considérer de juste quitter. Donc, quelqu'un peut choisir de quitter et devenir non-résident fiscal et aller vivre dans un endroit où il considère que la fiscalité est beaucoup plus allégée ou inexistante. Donc, sachez que vous n'êtes pas prisonnier non plus du Canada. Et le dernier point dont je voulais parler, c'était de venir mélanger l'utile à l'agréable, dans le sens que si, en tant qu'entrepreneur, vous avez des voyages d'affaires, vous avez des conférences qui sont à l'étranger, vous avez des opportunités d'aller rencontrer des clients qui sont à l'étranger, ben, ce sont des dépenses déductibles pour l'entreprise. Donc, finalement, ça peut être très possible pour vous de vous booker quelques rencontres ou aller voir une conférence et de transformer cette opportunité aussi en voyage. Donc, voir dans quelle mesure est-ce que vous pourriez voir une dépense d'entreprise et par la même occasion en jouir à titre personnel aussi en tant qu'activité de léisure. Donc ça, c'était pour les astuces dont je voulais vous parler à ce niveau-là. Et finalement, pour conclure, ce que je veux aussi que vous gardiez en tête, c'est que je vais aborder des structures un peu plus sophistiquées qui nécessitent bien entendu plus de maintenance comptable parce que une compagnie de gestion, c'est une autre compagnie pour laquelle on doit faire la tenue de livre, la comptabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la compagnie de gestion n'a pas besoin de s'inscrire à la TPS-TVQ ni aux déductions à la source parce qu'elle n'est pas active. Donc, ce sera beaucoup plus simple de faire la tenue de livre d'une compagnie de gestion qu'une compagnie opérante. Donc, ça devrait vous coûter moins cher que pour votre compagnie opérante. Et oui, une fiducie doit aussi produire sa T3, mais c'est pour ça que j'explique clairement que on veut changer sa structure corporative lorsqu'on est en mesure d'en profiter. Si on a notre compagnie de gestion, mais qu'on ne génère pas de profit, ça vaut pas la peine de alourdir notre structure pour venir mettre une compagnie de gestion parce qu'on ne saurait pas quoi faire avec. Mais si on a des profits qu'on génère, qu'on veut venir protéger, mais c'est pas un problème de payer 1500 dollars par année de frais comptables pour la compagnie de gestion, sachant que j'ai des bénéfices par rapport à ça et que je viens protéger mes liquidités qui sont qui est mon fonds de retraite ou mon fonds de liberté finalement. Et il faut aussi déjà savoir comment bien gérer sa compagnie opérante. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez déjà de la difficulté à être à jour pour vos exigences comptables et fiscales, payer vos impôts à temps, faire la déclaration de TPS-TVQ, ajoutez pas une autre compagnie sur le dessus. Ça va juste être plus compliqué. Et il faut aussi savoir quel est le plan. Donc, est-ce que je fais ça parce que je sais que dans 2 ans, je vais investir en immobilier, donc je vais accumuler mon argent dans ma compagnie de gestion, l'investir par la suite. Est-ce que parce que je vais développer un autre projet éventuellement? Donc, juste de savoir quelles sont les raisons qui vous poussent à opter pour une structure plus lourde, sachant qu'il y a certains inconvénients, pour vraiment tirer pleinement profit de votre structure plus sophistiquée. Donc, voilà pour ce midi. Merci pour votre participation. Je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions.